Souhaitons la bienvenue au second webinaire ECHO portant sur la prise en charge tolérable. Ce sujet est d'autant plus d'actualité que le Cameroun fait face depuis 2021 à une recrudescence des cas de choléra. À date, 15 000 cas ont été notifiés dans 8 sur 10 régions, avec une létalité de 2%. Actuellement, ou présentement, 2 régions présentent des foyers actifs. Il s'agit de la région rurale et du centre. Ce qui justifie le profil de nos panélistes aujourd'hui. Ainsi, autour de la table, nous accueillons Dr Ekom Charles, soit déjà commencé, médecin généraliste en service au centre médical d'arrondissement d'Ombessa, une formation sanitaire publique rurale de 5e catégorie dans la région du centre. Dr Ndoye Emmanuel, médecin anesthésiste réanimateur en service à l'hôpital La Quintini, une formation sanitaire de référence de 2e catégorie dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. Dr Zambé Célin, médecin interniste en service à l'hôpital de l'église presbytérienne du Cameroun, situé à Djongolo. Il s'agit d'un hôpital privé confessionnel dans la ville de Yaoundé. Comme expert, nous accueillerons Dr Mango Albert, délégué régional de la santé publique orale, et Dr Douba Epé, responsable du programme des urgences à l'OMS, représentation du Cameroun. Tous deux sont des médecins épidémiologistes avec une riche expérience dans la gestion des épidémies telles que celle de choléra. L'agenda est déjà projeté, donc il est prévu 3 présentations, 2 séries de discussions et la prise de parole de nos experts. Sans plus tarder, nous passons la parole à Dr Ekom, puis à Dr Ndoye pour la présentation des cas cliniques. J'appelle à votre attention. Docteur Ekom, vous avez la parole. OK. Voilà, petit complétant que j'enlève un peu. Vous avez 5 minutes. OK. Bonjour à tous et heureux de faire partie de cet instant. Donc, sans plus tarder, nous allons parler du cas reçu au CMA d'Ombessa. Donc, c'est un patient que nous avons reçu le 23 décembre aux environs de 14 heures, qui est arrivé dans un contexte d'altération de l'état de conscience, de diarrhée liquidienne aqueuse, d'aspect blanchâtre et de douleurs abdominales diffuses, dont le début remonterait à 12 heures avant son admission par une notion de douleur abdominale d'emblée généralisée qui a été suivie des épisodes de diarrhée, environ 12 épisodes et de vomissements. Donc, face au tableau clinique initialement prévu, présenté, le patient a consommé des produits traditionnels et là, il va s'en suivre une dégradation de l'état général, puis l'altération de l'état de conscience qui va s'en suivre avant qu'il ne soit admis dans nos services. OK, donc, à l'entrée à l'hôpital, le patient est dans un état d'altération de l'état de conscience avec un Glasgow à 11 sur 15, une tension et une fréquence cardiaque qui sont imprenables, une température qui est à 36 degrés, une fréquence cardiaque à 66. Et sur le plan physique, on note une forte présence de scènes oculaires, les globes oculaires qui sont enfuis, des conjonctives colorées, des sclères anictériques, la cavité buccale qui est sèche. Et sur le plan thoracique, bon, il n'y a rien à signaler. Sur le plan pulmonaire, rien à signaler. Sur le plan abdominal, on note des plis cutanés paresseux qui sont très marqués, avec un effacement qui se fait de façon très lente. Donc, sur le plan, face à ce tableau clinique, nous avons évoqué le diagnostic de gastro-entérite aiguë fébrile d'étiologie bactérienne et parasitaire, avec comme principe
principales causes de choléra. Nous avons discuté en mononose et de formule sanguine et un ionogramme sanguin. Donc, le test choléra, ça a positif. Et le patient a été classé comme classe C pour le plan de réhydratation. Donc, dans notre contexte, il a été pris en charge d'abord pour les 4 premières heures à base de remplissage au ringer lactate, 4000 litres pour les 4 premières heures. Et puis, avec a commencé à avoir un retour à la conscience qui s'est fait de façon progressive. Donc, à cela, des anti-émétisants et antispasmodiques ont été. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que l'évolution des chiffres tensionnels s'est marquée à G1 par une normalisation progressive. Bon, le patient gardait toujours les signes d'altération qui étaient visibles. Donc, le deuxième jour, l'évolution a été marquée par un amendement des symptômes principaux avec les selles qui sont passées de 12 épisodes à l'entrée à 5 épisodes et les vomissements qui sont passés de 8 épisodes à 2 épisodes avec un gradient qui est à 15/15. Quoique le patient présentant encore un léger syndrome d'altération de l'état général. Donc, l'hydratation ce jour-là est passée, nous sommes passés à 3000 litres, donc 1000 par voie intraveineuse et 2000 par voie orale. Nous avons ajouté une antibiothérapie à base de comprimé 300 mg en dose unique. Et à J3, l'évolution a été marquée par une régression totale des symptômes initiaux. Nous n'avions plus de diarrhée ni de vomissement. Nous avons une légère fatigue, mais globalement, le patient était stable, il se déplaçait et nous avons continué avec la réhydratation, cette fois-ci au plan A, avec juste une alimentation normale et un sel de réhydratation au haut. Donc, à J3, passage à J3, nous avons initié de faire un test de contrôle, test rapide de choléra qui s'est avéré négatif. Donc, c'est sur la base de ça que nous avons décidé de faire sortir le malade qui était en bon état avec un test de choléra rapide qui s'est avéré négatif. Donc, c'est un peu, en gros, l'état du malade que nous avons reçu dans notre structure. Sur ce, je vous remercie. Je crois n'avoir pas débordé le temps. OK. Qui a présenté un patient de 46 ans, extracteur de sable, de consommation d'eau non pas de déshydratation. L'examen complémentaire et puis a été parce que le patient est sorti avec une amélioration et un test choléra négatif. C'est la parole directement à Dr. Le deuxième cas. Dr. Ndoye, vous avez la parole. Est-ce que vous êtes connecté et est-ce que vous avez la parole? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur. Oui, je voudrais savoir si la diapo se voit. Non, pas. Nous pensons que c'est à notre niveau que nous devons placer vos diapos dont nous appelons les techniciens. Ce n'est toujours pas visible.
Docteur Ndoye, vous avez la parole. OK. Bonjour à tous, bonjour à les organisateurs de cette session. Je suis Dr Ndoye, médecin anesthésiste à l'hôpital La Kentini, et j'ai l'honneur de vous présenter le deuxième cas clinique de cette deuxième session. En effet, il s'agissait d'une dame de 53 ans, sans antécédent particulier, domiciliée à Son-Maroc, qui est un quartier situé dans le département du Bouré, arrondissement de Douala, 3e, village de Bonaloka. Elle nous avait été référée d'un centre de santé de la place pour suspicion clinique de choléra, chez qui les symptômes avaient débuté la veille de son transfert par quelques épisodes de diarrhée et de vomissement, pour lesquels elle a été dans le centre de santé en question le lendemain matin, où elle a été référée presque immédiatement vers notre structure après lui avoir placé une voie veineuse et passé un sérum salé en flash. À son arrivée chez nous, elle se plaignait de crampes musculaires et abdominales, de fatigue, de diarrhée. Ses paramètres hémodynamiques étaient plutôt stables, elle était consciente. Elle présentait des signes de déshydratation sévère. On n'arrivait pas à boire, ses yeux étaient très enfoncés, le pli cutané très lent, sa cavité buccale sèche. Mais le reste de l'examen était sans particularité. Alors, après examen, on a conclu à une gastro-entérite fébrile, compliquée de déshydratation sévère, avec probable trouble hydroélectrolytique. Nous évoquions ici une probable hypokaliémie, peut-être des dyscalcémies ou des dysnatrémies. Alors, comme examen à l'entrée, elle a bénéficié d'une copoculture et nous lui avons prescrit d'autres bilans comme une numération formule sanguine, un ionogramme sanguin, l'urée et la créatinémie. Elle a été mise sur un protocole de réhydratation, notamment 2500 cc de Ringer lactate en 30 minutes, puis 4500 cc en 3 heures et à réévaluer. Elle a aussi également bénéficié d'une antibiothérapie à la doxycycline, au métronidazole, et nous avons ajouté d'autres médicaments, notamment les antispasmodiques, les antiémétiques, un IPP et un antidiarrhéique. La surveillance s'est faite de façon horaire avec les signes d'hydratation, à savoir le pli cutané, l'humidité de la cavité buccale, les signes oculaires, la sensation de fatigue. Et tous les 4 heures, nous prenions ces paramètres, notamment la tension, le pouls, la saturation, la température. Nous évaluons l'intensité de ces crampes abdominales, de ces crampes musculaires et ces douleurs abdominales. Et de façon journalière, nous devions surveiller la fréquence de ces selles et la fréquence de ces vomissements. Alors, son évolution a été marquée à J3 par une amélioration de son état général qui la faisait passer du plan C au plan B. Mais à partir de J4, on a noté une altération progressive de son état général. Elle est d'abord passée par une omnibulation, allant jusqu'au coma le soir, associée à quelques signes de déshydratation encore visibles et une certaine raideur de la nuit. La copoculture qui avait été prélevée le premier jour nous est revenue positive. Un bilan a été réalisé et sur la base d'une hyperleucocytose à prédominance granulocytaire, une antibiothérapie nous avons augmenté, associé la cétriaxone à son traitement initial. Nous avons également institué un traitement antipaludéen. Par ailleurs, vu l'altération de la fonction rénale et l'hypernatrémie, l'hypokaliémie, même l'hyperchlorémie, nous avons associé les néphrologues pour discuter de son cas. Et suite à la discussion avec lui, nous avons donc suspecté une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle sur déshydratation et en différentiel, une insuffisance rénale aiguë sur nécrose tubulaire. Alors, la conduite Athénie avait consisté à placer une sonde urinaire pour une meilleure surveillance de la diurèse et de passer un remplissage à 3000 cc par 12 heures de sérum salé. Au 6e jour, le tableau ne s'améliorait pas, elle s'est plutôt aggravée avec une respiration de pousse molle. Par ailleurs, la diurèse était conservée et la tension restait stable.
nous avons donc évoqué une probable acidose sévère. Et nous avons donc changé ces solutés, nous avons remplacé les sérums salés par du sérum glucosé 5% et du géloplasma. Nous avons placé une sonde nasogastrique pour l'hydratation à l'eau plate et nous avons prescrit du bicarbonate à la famille. Mais il est important de signaler qu'ils n'ont pas pu honorer leur prescription. Et à J7, elle entre véritablement dans un état de choc, tout s'effondre, la tension chute, la saturation chute, son Glasgow s'altère encore plus. Et le 8e jour, elle décède. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Docteur Ndoye, vous avez fini votre présentation. En moment de oui, la présentation. Merci pour la présentation que vous avez résumée. On voit la différence. Il s'agit d'une différence avec un état critique. Donc, une forte suspicion de choléra dans un tableau de déshydratation sévère et politique, compliqué d'une insuffisance rénale aiguë, dont le traitement s'est fait selon les... Je vais que vous m'entendez, on a perdu un moment la connexion. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à une séance de discussion avant d'écouter la présentation de... Est habitué à la gestion des caméras. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bien vouloir les écrire dans le chat. Nous les accordons quelques minutes pour la discussion s'il y en a avant de passer à la prochaine présentation. Dans le chat, s'il vous plaît. Pour le moment, il n'y a pas de questions à ma connaissance. Donc, nous allons... Il y a une question, s'il vous plaît, coproculture positive veut dire quoi? Bon, nous allons donner la parole à Dr Ndoye pour préciser que veut dire coproculture positive. Oui, merci pour la parole. Bon, en fait, la coproculture positive ici, c'était... Dr Ndoye, vous avez la parole. Ok, merci.
Je disais copoculture positive. En fait, c'était une copoculture à la recherche vous avez la parole. du vibrion. Oui, je disais copoculture positive. C'était pour dire copoculture positive à la recherche du vibrion coléré. Nous allons sans plus tarder donner la parole à Dr Zambé pour sa présentation. Dr Zambé, vous avez la parole sur les principes de prise en charge clinique d'un cas de choléra. Docteur Zambé, vous avez la parole. Nous constatons qu'il y a des questions qui sont arrivées tard à cause du décalage du réseau. Donc, nous allons passer après la présentation du docteur Zambé, accorder du temps pour répondre aux questions. Mais les principaux orateurs et les experts peuvent déjà prendre connaissance de ces questions. Est-ce que vous m'entendez actuellement? Parce que je n'avais pas les retours tout à l'heure. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Je voulais savoir si on m'écoute pour que je continue ou pas. Je n'ai pas de retour de votre côté. Docteur, nous vous entendons. On vous entend. Okay. Merci. Je voulais cette assurance. Merci, docteur Zambé, à l'hôpital EPC d'Yongolo, où nous avons eu à prendre en charge plus de 300 malades. Cette pathologie, elle est une pathologie d'importation, en fait. La personne qui a les diapos peut passer à la diapo suivante. Diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, elle est une maladie d'importation. On l'a connue en Afrique seulement au début des années 70. Avant, on ne l'avait pas. C'est vrai qu'on l'avait. Il y avait quelques épidémies et même des endémies en Inde. Mais en Afrique, c'est venu plus tard. Et depuis, on a connu avec cette pathologie plusieurs pandémies. Diapo. Alors, donc, pour pouvoir aider un peu à savoir quel est le traitement qu'on donnera, parce que mon but est de parler essentiellement de la prise en charge de manière très brève. Je crois que Dr Ndoyan a déjà cité dans le cas qu'ils ont connu. Quand un patient vient avec des yeux très enfoncés, un flux cutané qui est très lent à s'effacer plus de 2 secondes, et les patients ont de la peine à boire, on peut considérer qu'il est en déshydratation sévère et son traitement donc va obéir au traitement du plan C. Mais si les patients ont les yeux légèrement enfoncés avec un flux cutané qui s'efface, mais lentement, moins de 2 secondes, et les patients arrivent quand même à boire, mais ils boivent avidement, alors là, on considère qu'il est en déshydratation modérée et le traitement obéira au traitement du plan B. Et on peut avoir aucun critère de déshydratation modérée ou sévère. Là, on considère que le patient n'est pas en déshydratation et le traitement peut consister essentiellement par voie orale. Diapo, merci. Ça reste une maladie dramatique. Je crois que nous l'avons suivi avec les orateurs précédents et particulièrement dans les cas de cette insuffisance rénale sévère. Les patients peuvent mourir dans 10% des cas. Ça peut évoluer vers des formes très sévères avec des états de choc et des complications comme nous l'avons suivi dans les précédentes diapos. Diapositive, s'il vous plaît.
Diapositive, merci. Alors, il était important quand même de dire un mot sur la source de contamination parce que l'homme malade reste la principale source de contamination des autres personnes. Ça peut arriver que soit en début de l'épidémie ou vers la fin de l'épidémie, les porteurs sains, eux aussi, transmettent la maladie. Et nous savons que parfois, les cadavres, avec les manipulations, sont aussi une source de contamination. Mais l'alimentation, on voit les gens qui vendent par terre les légumes, un certain nombre de choses, et cela est aussi une grosse source de contamination. C'est important de pouvoir savoir que l'homme malade, le porteur sain, le cadavre et la nourriture sont des sources de contamination parce que c'est là qu'il faut agir essentiellement pour pouvoir éviter. Diapositive. On va passer encore, diapositive, parce qu'on a déjà dit un mot sur ça. Donc, un mot sur la pathogénie, très brièvement. Ça reste une toxi-infection intestinale qui va entraîner une perte d'eau massive. On peut perdre jusqu'à 10 litres d'eau et aboutir donc à une déshydratation globale avec les conséquences que nous avons suivies. Diapo. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la prise en charge? C'est une maladie la plus facile, je pourrais dire, à traiter quand le malade vient tôt. Le problème, c'est comme nous l'avons suivi, quand les gens pensent que c'est juste une diarrhée simple et banale qui va passer ou c'est juste ils se traitent à l'indigène et ils viennent plus tard, là, ça devient plus compliqué. Donc, c'est vraiment important de savoir que ça donne beaucoup de bonheur de voir un malade qui arrive et avec de l'eau et une réhydratation simple, il peut ressusciter carrément. On parle parfois de ressuscitation d'un patient qui venait très déshydraté. Avec un peu de liquide, il remonte. Donc, il est important de souligner l'importance de ramener les malades beaucoup plus tôt à l'hôpital. Donc, la première des choses à faire, c'est une réhydratation massive pour des patients qui ont des cas sévères qui ont été évalués dans le centre de triage ou du centre de traitement du choléra ou de l'unité de traitement des choléra ou des postes de réhydratation orale. Ce sont 3 termes différents dont on n'aura pas le temps de parler maintenant, mais c'est important. Les centres de traitement, c'est des centres qui ont plus de 200 lits. Les unités de traitement sont ceux qui ont entre 50 lits en montant. Et les postes de réhydratation, c'est quand vraiment l'épidémie est massive, on peut ouvrir des postes de réhydratation, même sous un arbre. Diapo. Donc, c'est d'abord un apport liquidien qui se fait en 2 phases, une phase de réhydratation massive et une phase d'entretien où les patients sont réhydratés de manière douce et ils peuvent même commencer à boire. Donc, en cas de déshydratation sévère, c'est les Ringer lactate qui est donné. J'ai mis une formule simple, il y a beaucoup d'autres choses, mais pour aller vite, c'est 10% du poids du patient. Un patient qui a 60 kg, ben, il aura besoin de 6 litres. Un patient qui a 80 kg, il a besoin de 8 litres. Voilà. Et on donne le 2/3, donc très rapidement, en 30 minutes, 45 minutes, et les restes, on les répartit dans les 3 heures qui suivent. Donc voilà, pour faire une formule beaucoup plus simple qui permet très rapidement, parfois on n'a pas le temps de calculer, ça permet d'aider un peu. Lorsque la déshydratation est corrigée, les patients peuvent donc passer en phase d'entretien. Diapo, s'il vous plaît. La réhydratation, elle est essentiellement intraveineuse, aussi bien pour l'adulte que pour les enfants. Donc, pour les enfants de moins de 5 ans, donc c'est 30 millilitres par kilo de Ringer lactate qui passe en 10 minutes. Diapo, on va passer, je pense que ce qui est écrit, j'en ai parlé déjà au diapo précédent. Et il faut penser, une fois qu'on a réhydraté les malades, très rapidement, en 30 minutes, 45 minutes, puis à l'entretien, il faut savoir que le malade va continuer à vomir. Il va continuer à faire des selles. Donc, c'est exigeant. Il faut avoir un personnel ou alors négocier avec le malade lui-même quand c'est possible ou avec un garde-malade. Parfois, on est bien obligé, quand on n'a pas suffisamment du personnel, d'expliquer ce qu'il en faut au garde-malade. Mais si on a un personnel, il faut qu'il compte les nombres de selles et des nombres de vomissements. Mais c'est surtout les selles. Et remplacer les selles par des tasses, des gobelets que la personne va boire quand il est déjà en capacité de boire. Pour les enfants de moins de 2 ans, ce sont des petites tasses de 50 cc. Pour les enfants entre 2 et 10 ans, c'est le double, donc les tasses de 10 millilitres. Pour les enfants de plus de 10 ans et même les adultes, ce sont des grosses tasses de 200 à 250 cc qu'il va boire après chaque selle. Il faut bien expliquer ça aux
aux malades et même aux infirmières, parce que beaucoup pensent que quand on met le Ringer lactate, c'est le plus gros traitement. Mais il faut savoir que dans le sérum de réhydratation orale, il y a beaucoup plus, et ça a beaucoup plus de valeur et de poids. Donc, c'est important de pouvoir passer des Ringer rapidement à la réhydratation parce que ça lui apporte du sucre et bien d'autres éléments pour pouvoir être remonté rapidement. Diapo, s'il vous plaît. On va parler donc de l'antibiothérapie qui est l'autre phase du traitement en dehors donc, de la réhydratation. C'est l'antibiotique. Je pense que mes collègues qui sont passés avant moi en ont parlé. Je ne vais pas insister. C'est pour les adultes. Donc, ce sont des doxycyclines essentiellement, des 300 mg en dose unique. Le ministère de la Santé nous donne souvent des doxy de 100 mg. Donc, le patient va prendre 3 comprimés. S'il est un adulte, si c'est un enfant, c'est 4 mg par kilo. S'il n'y en a pas, il peut prendre la zithromycine, 1 gramme en dose unique. Et s'il n'y en a pas, il peut prendre la ciprofloxacine, 1 gramme en dose unique. Il faut savoir que la cipro a beaucoup de résistance. C'était le premier médicament qu'on donnait avant la doxy, mais les gens en prenaient tellement que maintenant, il y a de plus en plus de résistance. Voilà pourquoi la doxy a pris toute la place. Mais voilà les 3 possibilités qu'on a, mais en commençant par la doxycycline. Diapo. Pour les enfants, les adultes aussi parfois, mais essentiellement des enfants, on ajoute le sulfate de zinc, 10 mg par jour pour les enfants de moins de 6 mois et 20 mg par jour pour les enfants de plus de 6 mois à 5 ans. Il faut donc expliquer aux parents comment les prendre. Parfois, il faut écraser, mettre un peu dans l'eau pour que l'enfant puisse boire. Diapositif. Il y a des choses à éviter parce que c'est vrai, le malade a la diarrhée est très abondante. La tentation est donc d'arrêter la diarrhée. Il vomit parfois beaucoup. La tentation est de vouloir arrêter ses vomissements. Généralement, la diarrhée du choléra ne donne pas de douleur au ventre, mais parfois, il y a des gens qui veulent donner. Donc, il y a des médicaments à proscrire pour ne pas ralentir la guérison. Donc, il faut savoir que les antidiarrhéiques, les antiémétiques, les antispasmodiques et même les antiacides ralentissent la guérison et ça peut même faire que le malade qui était était en voie de guérison en plan A peut revenir en plan B, voire en plan C, en déshydratation C, à cause de ces médicaments. Donc, il faut les éviter, du moins pendant l'hospitalisation du malade. Quand il est déjà sorti et qu'il va mieux, si besoin, on peut en discuter. Diapo. L'autre tentation, diapositive. L'autre tentation, bien évidemment, c'est que les familles qui amènent le malade, quand ils voient qu'il y a déjà un cas de choléra, ils veulent tous prendre la doxycycline et les donner à tout le monde. Actuellement, il n'y a aucune donnée scientifique qui a prouvé la chimioprophylaxie des masses de la doxycycline à toute la population. Ça n'a pas de preuves, donc il faut l'éviter et le réserver véritablement au cas contact, c'est-à-dire au malade lui-même et à son entourage le plus proche. Les autres doivent respecter les mesures d'hygiène, lavage des mains, nettoyage de l'alimentation qu'ils sont en train de prendre. Donc, il faut le dire et le redire à la famille parce que parfois, on a la pression de toute la famille qui veut prendre des médicaments pour aller donner à toute une église ou à toute une communauté. C'est à éviter. On les donne uniquement au cas contact le plus proche du malade. Diapositif. Je ne vais pas beaucoup insister sur la prévention et l'isolement. La diapo, s'il vous plaît. Donc, la communauté doit être impliquée. Donc, il faut des descentes communautaires pour faire la sensibilisation, l'éducation, la désinfection des maisons. Ce sont des mesures importantes qui demandent parfois, qui vont au-delà de notre travail à nous médecins. Le maire de la commune doit être impliqué. Parfois, les sous-préfets doivent être impliqués pour nous accompagner. L'État est impliqué pour parfois des problèmes d'assainissement au niveau des eaux, des toilettes, parce que pendant la saison des pluies, ça va vite parce que les gens ouvrent leurs toilettes à canon pour contaminer les autres. Donc, ça va beaucoup plus. Et nous, notre rôle, c'est justement de sensibiliser ceux qui ont le pouvoir de décision pour qu'ils prennent des bonnes décisions avec nos conseils et pouvoir aider les communautés à pouvoir respecter les mesures d'hygiène, de l'alimentation, de l'eau, des toilettes et des lavages de mains, des ports des gants, etc. Donc, ça va véritablement au-delà et nous devons être prêts à descendre en communauté pour faire ce travail-là.
diapositive. Donc, une fois que le malade a été hospitalisé, qu'il va bien, qu'il arrive à boire, généralement, le malade, on le garde 2-3 jours. Au bout de 2-3 jours, le malade, généralement, il va bien, il peut sortir. Quand il ne va pas bien, ben, on doit chercher autre chose. On doit chercher s'il n'y a pas un paludisme associé, s'il n'y a pas une autre infection intestinale associée. Les bilans, je pense que mes collègues qui sont passés avant ont raison. On peut compléter des bilans pour pouvoir chercher s'il n'y a pas autre chose qui explique pourquoi ce malade ne va pas bien. Un malade diabétique, par exemple, peut ne pas bien évoluer et savoir que le SRO a du sucre, donc il faut faire attention, ne pas hésiter. C'est vrai que c'est gratuit, la prise en charge, mais la gratuité, elle est véritablement dans la réhydratation, dans la doxie et dans d'autres molécules. Mais il y a des bilans parfois qui ne sont pas gratuits. Et là, il faut expliquer à la famille ou expliquer à la communauté, les districts, pour voir s'il y a possibilité de pouvoir faire tout cet ensemble de bilans sans que les familles payent parfois. C'est une source de discussion importante. Mais une fois que le malade va bien et qu'il doit sortir, il faut lui expliquer qu'il a certes moins de diarrhée, il a peut-être même plus de diarrhée, mais il doit continuer à boire son SRO à la maison pendant encore au moins 48 heures, voire 72 heures. Donc, c'est important de lui expliquer cela. Il doit, au niveau de l'alimentation, ne pas manger n'importe quoi, mais il n'y a pas de régime en tant que tel, il n'y a pas de restrictions, mais il doit faire attention, bien nettoyer ce qu'il mange à la maison, continuer à prendre du zinc, et ça pour les enfants, et ils doivent respecter les mesures d'hygiène et l'expliquer à leur entourage. Diapositive, s'il vous plaît. Au niveau de l'hôpital, il y a des malades parfois qui ne sortent pas vite parce que quand les malades viennent en déshydratation sévère, parfois on réhydrate, les infirmières ne contrôlent pas. Il faut que les médecins mettent les quantités et les écrivent clairement pour éviter une surhydratation qui peut donner l'œdème aigu du poumon. Si cela arrivait malheureusement, on peut gérer cela avec des diurétiques tels que le furosémide ou autres. Diapositive. Alors, je vais terminer en parlant du comité de coordination des traitements. Il faut donc un comité qui va gérer au niveau de l'hôpital, au niveau de l'aire de santé, au niveau du district et au niveau régional, voire national. Cela comme on le fait aujourd'hui parce que c'est important. Une seule personne ou une seule entité ne peut pas le faire. Il faut que les petits centres de santé évitent de traiter le choléra chez eux. Il faut absolument qu'ils travaillent en collaboration avec le district et la région pour une plus grande efficacité, éviter que la maladie aille partout. Donc, il faut véritablement un comité qui veille à cela et qui essaie de coordonner les choses pour aller aider. Tout le monde n'a pas de bons lits avec des trous. Là, l'OMS et d'autres institutions peuvent aider à pouvoir avoir ces lits, ces seaux, ces chaises qui permettent de soigner de manière efficace. Donc, il faut véritablement une coordination. Je vous remercie et j'espère que je n'ai pas longuement dépassé le temps. Merci. Merci, docteur Zambé, pour votre présentation. Donc, nous retenons déjà que le devenir du malade dépend grandement de la rapidité du recours aux soins, qu'une évaluation efficace et adaptée de l'état de déshydratation est important et qu'une réhydratation adaptée doit suivre. Celle-ci peut être associée aux antibiotiques, au zinc, et qu'il existe des médicaments qui ralentissent le processus de guérison. Donc, il faut faire attention. Et au-delà de la prise en charge individuelle qui constitue le point d'échange d'aujourd'hui, il y a une prise en charge communautaire avec l'éducation sur les mesures d'hygiène de base en termes de latrines, en termes de potabilisation de l'eau et en termes d'alimentation. Est-ce que, à ce point, nous pouvons passer à une série de questions? Docteur Zambé, ayant pris un peu plus de temps, nous allons nous permettre de choisir certaines questions. Il y a des questions qui ont trouvé les réponses pendant la présentation des orateurs.
notamment les médicaments qui sont proscrits, dont nous n'allons pas revenir. Donc, nous allons choisir une ou deux questions à laquelle nous pouvons répondre. Donc, la question sur les médicaments, les antidiarrhéiques, antiémétiques a déjà été abordée. Une question qui s'adresse à Dr Ndoye, c'est la raideur de la nuque. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas évoqué dans le deuxième cas une méningite, un processus méningitique? Bon, il a été demandé de partager la présentation, ce sera fait. Donc, voilà. Docteur Ndoye, est-ce que vous voulez prendre la parole? Votre cas était un cas assez complexe d'un patient en réanimation. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à une méningite comme complication? Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Okay. Oui, devant la raideur de la nuque, effectivement, ça a été une suspicion. Et on connaît qu'on n'a pas beaucoup investigué. En fait, ce qu'on a plutôt fait, c'était que devant la numération qui était plus montrait plus une hyperleucocytose, la prédominance granulocitaire, nous avons plutôt mis un traitement du don d'attaque avec la cétriazone qu'on a placé à dose méningée. D'emblée, bon, c'est vrai qu'on aurait d'abord pu faire une ponction lombaire avant de lancer le traitement, mais disons que c'est comme ça qu'on a préféré manager d'emblée en lançant la cétriazone à dose méningée avec le reste de ce traitement. Et encore qu'avoir la raideur de la nuque et tout, c'était pas forcément aussi signe d'une méningite. Ça pouvait aussi être des troubles, même acido-basiques, qui se compliquent souvent avec des troubles de la calcémie, qui ont parfois des retentissements même au niveau de la contractilité musculaire. Donc, on peut avoir des contractions involontaires qui peuvent aussi mimer un méningisme. Donc on était dans cette... il y avait donc toutes ces suppositions-là. Mais on avait commencé plutôt par donner un traitement une antibiothérapie à dose méningée. C'est comme ça qu'on avait choisi de gérer en attendant d'avoir plus d'informations. Merci, docteur Ndoye, pour cette réponse. Vraiment, nous avons eu des cas riches, beaucoup d'informations. Avec votre permission et vu le temps qui court, nous allons passer la parole à nos experts. Déjà, docteur Mambo, s'il est connecté, et puis docteur Douba. Nous avons eu 2 cas cliniques et c'est bien que les orateurs aient présenté comme ils l'ont géré, sans essayer d'arranger, mais vraiment de faire comme ils ont fait à ce moment. Puis on a une présentation de Dr Zambé sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est le plus recommandé. Maintenant, nous allons écouter la parole des experts. Docteur Mambo. Bonjour, Madame la modératrice. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes tous connectés. J'espère que vous m'entendez facilement et bien. Nous vous entendons bien, docteur. Merci. Je n'ai pas besoin de vidéo à tout prix. Non, docteur, vous n'avez pas besoin de vidéo à tout prix. D'accord. Alors, la problématique de la prise en charge des cas de choléra dans une épidémie de choléra est vraiment assez importante et je vous remercie d'avoir pensé à ce qu'à posteriori, nous puissions un peu parler de ça et surtout partant de cas qui ont été vraiment vécus dans 2 circonstances assez différentes. Dans un centre médical d'arrondissement d'une zone semi-rurale et puis dans une grande ville
dans un CTC qui est plutôt le centre autour duquel les UTC fonctionnent. La grosse problématique, les gros problèmes dans la prise en charge en général des cas de choléra, et vous allez voir que tous les 2 cas qui ont été présentés vont ressortir les aspects que je préfère évoquer ici. C'est d'abord le problème de la précocité de la prise en charge. Le vrai problème que nous rencontrons sur le terrain dans notre contexte, c'est effectivement l'arrivée assez tardive des patients à l'hôpital, ce qui met un peu en péril la prise en charge, la suite de la prise en charge, parce que la notion de précocité est très importante en ce qui concerne la prise en charge. Maintenant, après la notion de précocité de prise en charge, il y a la notion du bon diagnostic. Il faut poser le bon diagnostic, il faut effectivement faire la différenciation, pouvoir réellement arriver à faire le diagnostic qu'il faut et à temps pour pouvoir initier le bon traitement, savoir classifier le malade pour savoir comment est-ce qu'on peut effectivement prendre en charge ce cas. L'autre aspect de la prise en charge qui influence la prise en charge, c'est la notion de la surveillance. Vous savez, dans cette situation-là, le patient est un patient qui est assez délicat, qui a un terrain assez propice à beaucoup de problèmes. Donc, il faut effectivement, pendant la prise en charge, être très vif en termes de surveillance pour savoir effectivement prendre les décisions qu'il faut. Et par rapport à cette surveillance, on va réaliser que ce terrain-là peut être une porte d'entrée pour beaucoup d'autres problèmes. On a entendu des cas qui sont allés jusqu'à des insuffisances rénales, il y a des cas diabétiques, il y a des infections qui peuvent s'ajouter. Donc, il faut être assez vigilant que le patient ne meure pas d'une autre pathologie alors qu'il est entré pour le choléra. Donc, en fait, voilà les 3 aspects. Je préfère m'arrêter à ça. Je sais qu'il y a un deuxième aspect qui va sûrement évoquer beaucoup d'autres aspects. Voilà les 2 aspects les plus importants, je veux dire les 3 aspects qui sont assez importants, qui doivent caractériser et conditionner toute prise en charge dans ce contexte-là. Bien sûr, il y a la prise en charge communautaire, il y a tous les actes qu'il faut poser. Ce que je voudrais aussi dire, et je voudrais attirer l'attention dessus, une autre voie de propagation de la maladie, c'est la mauvaise prise en charge que nous avons sur le terrain par rapport aux accompagnants et toutes les personnes qui sont supposées exposées. Dans les hôpitaux en général, on a une chaîne de contamination qui se crée à l'arrivée du patient parce qu'il n'y a pas cette notion de prise en charge liée exclusivement à la PCI, à savoir désinfecter les accompagnants, les engins qui les ont amenés aux voitures, véhicules qui les ont amenés à l'hôpital, et puis pouvoir être sûr de protéger aussi bien les personnes qui vont encore s'asseoir dans ces engins, les personnes qui vont côtoyer les accompagnants après, ou encore le personnel de santé, parce que nous avons pu enregistrer plusieurs cas de personnel de santé infectés. Alors, ceci suppose une prise en charge assez coordonnée. Ça, c'est l'aspect qui est le dernier aspect sur lequel je veux m'arrêter. Parce que pour prendre en charge le choléra, on est obligé de coordonner les actions. On est obligé de se rassurer qu'on va donc de façon précoce prendre en charge, et pour cela, il faut être le plus proche possible des populations. Et les unités de traitement que nous avons, le centre de traitement ne sont pas toujours aussi proches parce qu'il n'y en a que quelques-uns. Par exemple, dans la ville de Douala, il y en avait à peu près 9. Non, il y avait 13 unités de traitement, il y avait un centre de traitement au niveau de la Quintini. Mais le problème, c'est qu'il y a des populations qui ne sont pas toujours à côté. Alors, il faut savoir coordonner et se rassurer que ces populations sont prises en charge le plus proche possible des populations. D'un autre côté, il faut se rassurer qu'une certaine organisation qui va tourner autour de la référence et contre-référence va être mise en place pour faciliter aussi que le patient soit d'emblée en sécurité aussitôt qu'il entre dans une formation sanitaire, quelle qu'elle soit. C'est pour cela que j'ai préparé ces 2 petites diapositives qui vont viser à montrer un peu l'expérience que nous avons eue au niveau du littoral, qui a facilité un peu que nous puissions prendre en charge les cas. Tout le monde sait qu'à un moment, ça a été, pour le dire terre à terre, assez chaud ici à Douala. Et n'eût été cette organisation,
on aurait eu beaucoup de problèmes. On peut noter que pendant de longs mois, on avait un taux de létalité qui était autour de 2,5 à cause du fait que, après les enquêtes que nous avons faites, les études que nous avons faites sur le terrain, 90% des patients arrivaient tardivement, c'est-à-dire 40% de façon modérée. Nous savons tous que modéré, vous êtes aux portes de sévère, et 50% arrivaient sévères, ce qui a demandé qu'on augmente, on améliore notre sensibilisation et qui progressivement a facilité que les patients arrivent assez tôt. Alors, la première diapositive, si on peut la présenter rapidement, c'est pour montrer le système que nous avons mis en route. Est-ce qu'on peut montrer la diapo? Voilà. Le système que nous avons mis en route, c'est en fait, il faut mettre sur pied un hôpital virtuel parce qu'un hôpital à lui tout seul, une UTC à elle toute seule ne pourra jamais fonctionner pour gérer les cas, quelle que soit la situation. Alors, l'hôpital virtuel voulait que nous ayons des formations sanitaires. Vous voyez la croix qui est à droite, qui dit haute formation sanitaire. Et là, il s'agit de toutes les formations sanitaires, le CSI inclus et même l'hôpital général inclus. Nous avons eu la chance qu'à Douala, tous ont joué le jeu. Donc, dès qu'ils avaient un patient, ils ne devaient pas le renvoyer parce que nous avons constaté plusieurs patients mouraient dans les taxis, mouraient sur les motos en route parce qu'ils avaient fait le tour de plusieurs formations sanitaires qui n'étaient pas impliquées dans la prise en charge, qui n'avaient pas d'UTC. Alors, il était question de les prendre en charge directement et ensuite d'appeler le centre d'appel que vous voyez au centre de la diapositive. Et à partir du centre d'appel, une unité mobile que vous voyez au bas de la diapositive va être contactée parce qu'on a eu une unité mobile qui était active 24 heures sur 24, qui était censée aller dans la formation sanitaire en question pour récupérer le patient. Il faut noter qu'il recevait le patient, ces formations sanitaires sont censées recevoir le patient et initier directement le traitement de réhydratation parce que le but était d'arrêter le processus de mort. Donc, dès qu'ils ont fait ça, ils ont appelé le centre d'appel. Le centre d'appel a appelé l'unité mobile. L'unité mobile va aller dans cet hôpital et récupérer le patient pour l'amener dans le centre, l'unité de traitement la plus proche ou alors le centre de traitement en fonction de l'état et de la sévérité du patient. Ça facilite aussi de se rassurer qu'entre deux formations sanitaires, le patient est toujours dans le cadre médical et il est en train d'avoir un transfert médicalement surveillé. Ceci a facilité. Et puis, bien sûr, c'est cette même équipe aussi qui désinfecte l'endroit où le patient a été isolé pour qu'on ne laisse pas de vibrions aussi dans cette formation sanitaire. Et ceci a aussi facilité les transferts entre les UTC et les CTC en cas d'aggravation de cas. Ça veut dire une UTC qui a un patient et qui se rend compte que son patient est en train de s'aggraver, il passe par exemple de la déshydratation modérée à la déshydratation sévère et qu'ils ne sont pas censés prendre en charge ce genre de cas, ils appellent le centre d'appel qui envoyait l'unité mobile et l'unité mobile pouvait prendre le patient. Donc, à aucun moment le traitement n'était rompu, à aucun moment, je veux dire interrompu, à aucun moment le patient ne se retrouvait en dehors du système de santé et l'ambulance pouvait amener le patient vers le centre de traitement. Une anecdote, l'hôpital général a eu un cas parce qu'ils ne sont ni CTC ni UTC. Ils ont eu un cas dans leurs urgences. Ils ont appelé le centre d'appel. Le centre d'appel a envoyé l'unité mobile. L'unité mobile a récupéré le patient, a désinfecté le lieu, a ramené le patient au niveau du CTC qu'est l'hôpital La Quintini. Donc, si on n'a pas un système comme celui-ci, on augmente les chances de perdre les patients et c'est très important de se rassurer qu'un système de référence contre référence autour d'une bonne régulation médicale fait qu'on ait cet hôpital virtuel pour une meilleure prise en charge des populations dans la cité où on se retrouve. C'est pour cela que, par exemple, pour le cas d'Ombessa, je regrettais un peu le fait qu'à Ombessa, est-ce qu'il était connecté à un CTC? Est-ce qu'il avait la possibilité de s'appuyer sur quelqu'un et tout le reste? Ça, c'est autant de questions qu'il faut se poser. Et la problématique de la prise en charge dans ce genre de site est aussi à poser. Est-ce que l'hôpital virtuel peut aller jusque-là? Nous avons pu à Douala quand même aller jusqu'à Njombe-Pendia pour gérer certains cas. Et je pense que ce serait quand même une bonne chose d'y réfléchir et de prendre cette expérience-là en exemple. La deuxième diapositive, c'est... Merci, docteur. Merci, docteur. Merci Docteur beaucoup. Mango.
Merci beaucoup. Votre exposé est très, très riche. Très, très riche. Et peut-être que nous allons reconduire encore une séance de formation pour aborder les thèmes très pertinents que vous avez intégrés, la prise en la PCI, la coordination, le circuit du malade. Permettez-moi, docteur, de peut-être passer la parole au prochain expert s'il est déjà en ligne. Mais vraiment, votre exposé est très, très riche. Allô? Oui, docteur Douba, vous êtes en ligne? OK, merci. Oui, Bonsoir. docteur Douba, avant que, comme il s'agit d'une session de formation, à chaque fois, il faut faire un petit résumé pour les participants qui apprennent. Donc là, nous avons eu la première parole de l'expert qui a insisté sur le diagnostic rapide. Et qui dit diagnostic rapide dit maîtrise des définitions standards des cas. Nous n'allons pas aborder cela ici, mais il faut dire qu'il y a un guide. Le Cameroun dispose d'un guide de surveillance intégrée des maladies et de la riposte. Et dans ce guide, nous avons des définitions standards de cas suspects et de cas confirmés. Donc, c'est très important. Une fois que nous avons diagnostiqué le cas sur la base clinique ou biologique, la précocité de la prise en charge. Et cela dépend déjà de la connaissance des algorithmes de prise en charge, notamment les plans de réhydratation et l'adéquation des antibiotiques, mais également de la qualité du suivi du patient, de ses paramètres vitaux et de la surveillance des maladies opportunistes. Enfin, il est très important de briser la chaîne de contamination. Cela passe par la PCI. Ce n'est pas le sujet du jour, mais nous pensons que nous allons le mettre dans le calendrier de formation parce que nous parlons beaucoup de PCI, mais parfois on ne maîtrise pas ce que c'est. Et enfin, une bonne coordination. Une bonne coordination déjà dans les structures qui prennent en charge le patient à partir de la communauté, mais aussi une bonne coordination entre les parties prenantes. Donc, ceci résumé, docteur Douba, vous avez la parole pour compléter la prise de parole du premier expert. OK, merci, merci, docteur Amel. Bonsoir, chers collègues, bonsoir à tous. Est-ce que vous me suivez? Docteur Douba, nous vous suivons très bien. OK, merci. Voilà, parlant ainsi du traitement donc, de patients atteints de choléra. Déjà, les précédents orateurs ont relevé la nécessité, n'est-ce pas, de réhydrater le patient, soit avec de la SRO ou donc de solutions par voie intraveineuse. Donc, on a parlé essentiellement du Ringer lactate. Ceci en fonction de la gravité de l'état du patient. Et il faut contrôler fréquemment l'hydratation du patient. Et ensuite, il a été évoqué l'administration de l'antibiothérapie. Et tout à l'heure, les précédents orateurs ont également évoqué, n'est-ce pas, déjà le diagnostic et également le degré de déshydratation qui doit être pris en compte. Est-ce que le patient, est-ce qu'il est déshydraté? Sinon, si le patient n'est pas déshydraté, alors nous allons administrer la SRO. Est-ce que le patient est déshydraté? Oui, il faut évaluer en ce moment, n'est-ce pas, le degré de déshydratation. Est-il sévère? Est-il modéré? Et là, le traitement se fera suivant, n'est-ce pas, les indications qui ont été précédemment données. Ce que nous devons retenir, c'est que 80% des cas, n'est-ce pas, de choléra peuvent être traités uniquement avec des sels de réhydratation par voie orale. Et alors, ceci, nous devons également retenir que le principal défi dans le cadre de la prise en charge du choléra, c'est de maintenir, n'est-ce pas, une létalité, n'est-ce pas, à moins de 1%. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a une flambée de cas, il faut maintenir la létalité à moins de 1%
c'est l'indicateur clé, n'est-ce pas, de performance de la prise en charge, n'est-ce pas, du choléra. Et également, en complément de tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, il est important, n'est-ce pas, de pouvoir créer des points SRO en communauté lorsqu'on est une flambée de cas. Déjà, le délégué, Dr Mambo, a évoqué la prise en charge communautaire pour dire que la prise en charge doit commencer à partir, n'est-ce pas, de la communauté. Ceci, ça permet de réduire, n'est-ce pas, donc déjà la mortalité et de pouvoir maîtriser ainsi le niveau de létalité. Donc, la nécessité de créer des points, on parle de points SRO en communauté, ça veut dire qu'on identifie là où il y a des clusters de cas qui apparaissent, n'est-ce pas, on va créer, n'est-ce pas, donc, soit avec des tentes, soit avec, n'est-ce pas, un dispositif provisoire, n'est-ce pas, d'administration de la SRO pour que le patient puisse déjà être réhydraté, n'est-ce pas, même avant d'être transféré, n'est-ce pas, dans une formation sanitaire. Il est important également de construire des unités de traitement de choléra. Donc, en fait, ce sont des structures qui disposent de moins de 20 lits ou des centres de traitement de choléra lorsqu'on a plus de 20 lits. Ceci, ça permet de limiter, n'est-ce pas, la propagation du choléra. C'est vraiment essentiel. Il faut une PCI, donc une prévention-contrôle de l'infection, qui doit être appliquée de manière stricte. Pour cela, il faut un circuit clair, n'est-ce pas? Donc, le circuit à l'intérieur de l'unité de traitement ou du centre de traitement de choléra. Les visites doivent être interdites, n'est-ce pas? La notion de lavage des mains doit être systématique, n'est-ce pas? Ceci avec une solution chlorée, n'est-ce pas? Et le docteur Hamel parlait tantôt d'un webinaire sur la PCI. On pourra revenir, n'est-ce pas, sur les processus de dilution du chlore. Il faut également, n'est-ce pas, désinfecter, n'est-ce pas, les vomissures, désinfecter, n'est-ce pas, les selles et également les vêtements. Donc, et également, là où on va, c'est-à-dire que les déserts, là où on déverse, n'est-ce pas, tous les déchets, ça doit être scrupuleusement respecté. Il y a les aspects WASH également qui doivent être respectés en termes d'approvisionnement suffisant en eau au niveau des UTC ou au niveau des centres de traitement de choléra. Donc, tous ces aspects doivent être pris en compte, n'est-ce pas, pour que nous ayons une bonne prise en charge. Et il faut également la formation du personnel, n'est-ce pas, dans l'administration des différentes solutés, parce que lorsqu'on administre trop de solutés, certainement, ça va entraîner un œdème pulmonaire, nous le savons tous, et lorsque, n'est-ce pas, les solutés ne sont pas suffisamment administrées, on risque d'aboutir à une insuffisance rénale donc, du patient. Donc, pour dire que Merci, la Dr. prise Douba. en charge prend en compte tous ces aspects. Merci à vous. Merci, Dr. Douba. Très bel exposé de fin. Nous finissons sur une note positive en disant, Dr. Douba l'a rappelé, 80% des cas de choléra peuvent être traités avec de la SRO et en communauté. Donc, le recours à l'hôpital est un échec non seulement du diagnostic précoce, mais également du début du traitement. Un autre indicateur très important à retenir, c'est la létalité. L'OMS prescrit au pays de garder une létalité de moins de 1% pendant une épidémie. Nous sommes à 2%, que nous avons encore beaucoup à faire. La létalité est un indicateur complexe, mais la qualité de la prise en charge est un des facteurs qui détermine cette létalité, ce qui justifie d'ailleurs le choix du webinaire de ce jour. Les points SRO en communauté sont très importants et au-delà de la prise en charge clinique,
il faut limiter tous les facteurs de propagation de l'épidémie, notamment par la prévention, le contrôle des infections. Ce sera l'objet d'un autre webinaire qui va insister, bien expliquer le circuit du patient, le circuit des visiteurs, la gestion des déchets. Mesdames, Messieurs, chers participants, nous arrivons au terme de cette session éco dédiée à la formation continue sur la prise en charge du choléra. Nous espérons que ce webinaire a été à la hauteur de vos attentes et espérons vous retrouver le deuxième jeudi du mois de février pour un sujet tout aussi d'actualité. Nous encourageons par ailleurs les régions qui disposent déjà des plateformes éco à les animer régulièrement avec des sessions de formation sur des sujets qui leur sont spécifiques. Un grand merci à tous les orateurs et les experts qui ont accepté de consacrer un peu de leur temps pour ce webinaire. Un merci aussi à tous les participants du Cameroun et au-delà du Cameroun qui nous ont suivis. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine. Nous voyons qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Peut-être que nous allons juste noter et répondre individuellement. Nous voyons des questions sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un antibiogramme. C'est la principale question, mais le temps étant écoulé, Monsieur Gavri, nous allons y revenir à la prochaine. Bonne fin de... Merci. Merci pour la question. Merci pour le soumission. Merci pour la session. À bientôt.